Bonjour, Gmara de Rosh Hashanah, la page 20b. Alors, on va reprendre. Donc, on a fait déjà 2-3 commentaires sur cette nouvelle partie de la Gmara. Et on va reprendre donc cette partie avec les commentaires qui nous restent. Donc, on est en train de discuter finalement des cycles de la Lune et comment ça fonctionne. Donc, je répète, il vaut mieux avoir un petit bagage d'astronomie minimum pour comprendre tout ça. Donc si vous avez des vidéos sympathiques, explicatives de comment la Lune fonctionne autour du Soleil, vous allez un peu mieux comprendre quand on va expliquer ce qu'on est en train d'expliquer ici et là. Alors on reprend. Donc Shmuel nous a dit « Je suis à même d'instaurer la date correcte de Rosh Chodesh pour toute la diaspora ». Et une réaction s'est fait tout de suite venir. Abba, le fils de Rabbi Simlai, a dit à Shmuel « Le maître connaît-il, le maître donc lui, connaît-il l'explication à ce sujet ?» qui a été enseigné dans la Braïta de la compilation, qui est intitulée Le secret de l'intercalation, le Sod Haïbour. Et il est donc écrit dans cette Braïta, qui se trouve dans un livre qui a été perdu, mais qui en réalité est une sorte de précis, je rappelle, un précis d'astronomie en fait, et de calcul, qui permet de déterminer justement normalement tous les Rosh Chodesh sur plusieurs centaines d'années, en gros. Et il est écrit donc dans ce précis de science en réalité, il est écrit que la conjonction de la Lune ait eu lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée porte à conséquence. Lorsque la conjonction de la Lune a lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée, eh bien, il va y avoir des conséquences. Alors, dans la suite de cette Gemara, on va voir que Shmuel répond que non, il ne sait pas, il ne connaît pas. Alors il lui répond à ce moment-là, Abba répond à Shmuel, il lui dit, puisque le maître ne connaît pas, il y a peut-être d'autres choses que le maître ne connaît pas. Si tu ne sais pas expliquer ça, comment tu vas expliquer le reste? Et bon, il y a d'autres à suivre. On voit ici, on va expliquer en fait de quoi il s'agit. Et donc, on va voir maintenant ce sujet-là particulier. Alors on y va. Donc la Braïta a dit uniquement qu'il y a une différence pratique entre une conjonction qui a lieu avant midi et celle qui se produit après midi. Mais elle n'explique pas cette différence. La compilation, donc ce livre qu'on a un peu perdu, le Sod Haïbour, il s'appelle, intitulé donc Secret de l'intercalation, si vous voulez, comporte de nombreuses déclarations concises et énigmatiques de ce genre, nous dit Rashi. Donc voilà le genre de choses que tu peux trouver dans ce livre. Une phrase de ce genre-là, il y en a plein. La conjonction de la Lune a lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée. Et donc, nous dit le commentateur ici, il y a une conséquence sur ce problème. Ok. Et Rashi dit, voilà, il y a plein de phrases de ce genre. En gros, quand tu ne connais pas, c'est fait pour des gens qui connaissent déjà, qui ont un bagage, vraiment. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. La conjonction, c'est ce qu'on appelle le molad et le cycle de la Lune. Il faut savoir que concrètement, du point de vue de ce à quoi ça sert, il faut savoir donc que le molad, on s'en sert en fait pour déterminer quand est-ce que va arriver Rosh Chodesh, à quel moment précis, etc. Voilà, c'est ces choses-là qui permettent de déterminer Rosh Chodesh de façon calculée, précise. Aujourd'hui, on le fait de façon calculée. Avant, donc on a déjà expliqué tout ça dans la vidéo d'avant, je vous invite à la voir. Justement, ça se faisait par des témoignages. Et on va dire que ce côté un peu sibyllin, comme on dit, de la phrase qui nous a été donnée par cette Braïta, qui se trouve dans ce livre et qui contient donc, d'après Rashi, tout un tas de phrases du même genre, sont faits exprès de manière à ce que ce ne soit pas facile à comprendre. C'est fait exprès, c'est fait pour des gens qui doivent être spécialisés, et seulement eux. Bon, alors aujourd'hui, il s'avère que comme on utilise un calendrier fixe, pas comme avant, qui dépendait des témoignages, normalement, on va pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc, Rabbi Abba a demandé à Shmuel s'il est à même d'interpréter cette citation. On a vu qu'il n'y arrive pas, mais nous, apparemment, on va probablement réussir à l'expliquer. Ce sujet est expliqué dans l'introduction générale de ce traité. Donc, en fait, si vous avez le livre de Hart Scroll et que vous regardez l'introduction générale, apparemment,
la question du molad est expliquée là-bas. Bon, est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Ouais. Non. Alors, je ne sais pas. Voilà, oui, c'est ça. Il y a ici une explication des cycles lunaires et une explication de ce qu'on appelle les phases de la Lune et les facteurs additionnels. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres ici? Bon. Alors, on va voir. On va voir si on le fait ou pas. Alors ici, voilà. Alors, on explique. Je vais vous expliquer le cycle lunaire de Hardscroll dans ce commentaire ici, parce qu'on ne l'a pas fait et que ça vaut le coup de le faire avant d'aller plus loin. Un observateur terrestre, il peut constater que la Lune se déplace selon deux cycles distincts. Il y a le trajet quotidien apparent de la Lune à travers le ciel, d'est en ouest, qui est dû à la rotation de la Terre sur son axe d'ouest en est. Wow. Ah, il faut voir des vidéos et il faut voir des schémas. Hein. Et il y a aussi le trajet mensuel, qui se fait d'ouest en est de la Lune sur son orbite autour de la Terre. Donc c'est un déplacement qui détermine la durée d'un mois de la façon suivante. Donc, concrètement, on a deux déplacements de la Lune. Donc on a un déplacement de la Lune apparente à travers la rotation de la Terre sur son axe. Donc quand la Terre tourne, toi tu vois la Lune se déplacer en quelque sorte. C'est pas la Terre, c'est pas la Lune qui se déplace. Quand tu le vois se déplacer, en réalité, c'est la Terre qui, quand elle tourne, donne l'impression du déplacement de la Lune, qui reste à sa place. Sauf que la Lune ne reste pas à sa place. Parce qu'elle aussi, elle tourne autour de la Terre. Je pense que c'est clair. Et elle fait sa révolution entière en un mois. Donc elle tourne autour de la Terre au bout d'un mois. Donc la Lune tourne autour de la Terre. Et comme la Terre tourne autour d'elle-même, quand toi tu observes la Lune, tu as l'impression qu'elle se déplace dans le ciel, évidemment. Donc, l'intervalle entre les deux conjonctions consécutives est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3 secondes et un tiers de seconde. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a... c'est précis aujourd'hui. Ça se fait avec des satellites. Nos sages n'ont pas divisé l'heure en minutes et secondes, mais ils ont appelé ça des khalakim, des parties. Donc, ils ont, eux, calculé ce qu'on a appelé des khalakim, des parties, et il y a 1080 khalakim qui vont constituer en fait une heure. Donc, au lieu de partager en 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3 secondes et un tiers de seconde, en fait, une heure, elle est coupée en 1080 morceaux. Chaque partie khelek vaut en fait 3 secondes et un tiers de seconde. Dans le vocabulaire rabbinique, la durée de la révolution lunaire est exprimée comme étant Kat Yab Tashsag, 29, 12 et 793, qui veut dire en gros 29 jours, 12 heures et 793 khalakim. Donc au lieu de prendre en gros 12 heures, 44 minutes, 3 secondes, non, au lieu de prendre 44 minutes et 3 secondes, il explique qu'il y a 793 khalakim, qui sont en fait des morceaux de 3 secondes en gros. Morceaux de 3 secondes et d'un tiers de seconde. Voilà. Eh ben dis donc. Donc le moment exact de la conjonction, ce moment où la Lune achève sa révolution autour de la Terre, et en entamant une nouvelle, et passe d'une ancienne Lune à une nouvelle Lune, est appelé le Molad Alevana. Donc ce moment de la conjonction où la Lune finit toute sa révolution autour de la Terre et va démarrer la nouvelle révolution autour de la Terre, en gros c'est le Molad. Et ça s'appelle donc la naissance de la Lune, puisque Molad, Alevana, Molad, c'est une naissance. Hein. Donc simplement Molad, donc Molad Alevana ou Molad, c'est la renaissance en gros de la Lune, ce moment particulier. Le laps de temps séparant un Molad du suivant va représenter en fait la durée du mois lunaire. Donc entre un Molad et un deuxième Molad, on a la durée d'un mois précis. Mais, alors bien que le Molad joue un rôle capital dans la détermination du mois juif, il faut tenir compte en fait d'un autre facteur, tout aussi important, à savoir l'apparition de la première phase de la Lune. Ok? Donc si je résume pour vous en langage simple, mais je pense que c'était clair ce que dit ici Hardscroll, on a une manière de couper les cycles de la Lune
de façon très originale dans le judaïsme, qui s'appelle donc des halakim. On a ce qu'on appelle le molad, et d'un molad à molad, on a donc tout simplement un mois lunaire. Voilà. Mais on tient compte aussi de ce qu'on appelle l'apparition de la phase de la lune. En gros, le molad, c'est quand la lune elle est cachée, quand on ne peut plus la voir. Ok? Lorsqu'on ne peut plus la voir, c'est qu'elle va bientôt renaître. Donc, dans ce cycle qui fait qu'elle fait tout un tour autour de la Terre, eh bien, quand elle arrive au molad, c'est quand elle a fini son cycle, elle passe d'un ancien cycle au deuxième cycle. Ok? Mais, ce qui va déterminer Rosh Chodesh, c'est le moment où il va y avoir le début de la phase de la Lune, c'est-à-dire le moment où il va y avoir l'apparition d'un croissant de Lune, quand le Soleil va repoindre sur la Lune elle-même. Du moins, quand on est sur Terre. Parce que sachez-le, la Lune est toujours tapée par le Soleil, même quand on ne la voit pas. C'est juste qu'elle est cachée, et que ce qui va avoir, ce qui va recevoir le Soleil, c'est ce qu'on appelle la phase cachée de la Lune. Hein. La Lune tourne de telle manière qu'on ne voit qu'une seule face. Et lorsque le molad arrive, lorsque on est dans une phase où la Lune est complètement cachée, c'est pas que le Soleil ne tape plus sur la Lune, c'est que ce qui est tapé sur la Lune, c'est uniquement la partie entièrement invisible à l'œil nu. Cette partie qu'on ne voit jamais, que quand on envoie des satellites. Alors les phases de la Lune. Si la Lune était un astre lumineux, elle nous apparaîtrait toujours pleine évidemment, comme le Soleil ou une étoile. Donc le terme molad serait alors incompréhensible, parce que ce serait effectivement un astre qui dégage de la lumière, qui crée de la lumière, comme le Soleil. Mais ce n'est pas le cas. Mais la Lune n'émet pas de lumière par elle-même. Elle reflète ce qu'elle reçoit du Soleil. Très bien. En fonction de sa position par rapport au Soleil et à la Terre, au cours de sa révolution mensuelle, autour de la Terre, la Lune nous apparaît donc sous différentes phases, allant d'un fin croissant, d'accord, à une pleine Lune complète. Puis une fois par mois, la Lune se retrouve entre la Terre et le Soleil. Lorsque cela se produit, toute la partie éclairée de la Lune fait face au Soleil, tandis que la partie sombre fait face à la Terre. Et la Lune nous est donc tout à fait invisible. Voilà. C'est le moment de ce qu'on appelle le molad. Donc le molad, c'est lorsque la face cachée de la Lune est éclairée, et nous, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien, parce que comme c'est la face cachée, on ne peut pas voir ce qui se passe. À cet instant précis, la Lune amorce son mouvement vers la phase suivante. Elle commence à renaître, et à être de nouveau visible, entre guillemets, renaître. Elle quitte graduellement sa position d'alignement avec la Terre et le Soleil. Donc elles sont alignées au niveau du Soleil, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement alignée dans son cycle, au point qu'on ne voit plus, donc elle est cachée. Mais elle quitte cet alignement, et au bout de quelques heures, la Lune atteint un point où une partie de la lumière du Soleil est donc reflétée vers la Terre. Une petite portion de Lune devient alors visible sous la forme d'un fin croissant, et c'est ce qu'on appelle alors la première phase de la Lune. Ben voilà. Dans la terminologie rabbinique, cette première phase est appelée en fait Chidusha Shelevana, le renouvellement de la Lune, donc le Chodesh, c'est-à-dire le mois, qui veut dire renouveau, puisque la Lune, entre guillemets, renaît, elle renouvelle son apparition après qu'elle ait disparu. Et donc c'est ce moment en fait où dans le ciel, on observe quoi? On observe en fait du point de vue du ciel que le Soleil et la Lune et la Terre sont alignés, avec la Lune au milieu entre le Soleil et la Terre, de telle sorte que la Lune est éclairée sur la face qui est cachée, et la face visible de la Lune, elle est dans le sombre, et donc on ne voit rien. Et la pleine Lune, puisqu'on a commencé comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous allez avoir la Lune, le Soleil et la Terre alignés, d'accord? Donc pareil, donc on a le Soleil, puis ensuite on a la Terre, et puis ensuite on a la Lune au bout. Et comme la face, elle est devant le Soleil, cette fois-ci, c'est la face visible qui est devant le Soleil, donc on voit la pleine Lune. Voilà. Je vous invite encore une fois à voir des vidéos vachement bien faites sur ce genre de problème pour une meilleure, compréhension de tout ça. Mais il vaut mieux voir avant. Hein. Bon, alors, on revient sur notre commentaire. Notre commentaire nous a renvoyé là-bas. On continue. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui nous explique? La conjonction ou le molad et le cycle de la Lune. Donc, qu'est-ce que nous a dit ici la Braïta? On répète, la Braïta d'abord. La conjonction de la Lune ait lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée. Donc, la conjonction, c'est quoi?
c'est ce moment où la Lune est complètement alignée. Maintenant, cet alignement, à quel moment il se fait? L'alignement parfait, quoi, le moment où il est complètement caché. Est-ce qu'il se fait, en quelque sorte, avant la mi-journée ou après la mi-journée? Parce que ça ne se fait pas la nuit seulement, cet alignement. La Lune, elle ne tourne pas en fonction de quand la Terre va être où elle a envie. On a bien vu qu'il n'est pas fixe, c'est 29 jours et 12 heures et 44 minutes et 3 secondes, on a dit, et un tiers. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les 12 heures, par rapport donc au cycle de la Terre, on observe bien que cet alignement n'est pas systématiquement en pleine nuit. Il peut se faire en plein jour. Il peut se faire à n'importe quel moment de la journée puisque c'est 12 heures et 44 minutes. Donc c'est pas nécessairement, c'est pas tout le temps au même moment. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que cette conjonction, la Braïta de la Lune, a lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée. En fonction de cette conjonction, lorsque la Lune s'aligne parfaitement avec le Soleil et la Terre, et la Lune est au milieu du Soleil et de la Terre, qui fait que la Lune va donc être cachée, eh bien, ce moment particulier, eh bien, il peut se faire donc soit avant la mi-journée, soit après la mi-journée, et à cause de cela, il y aura donc des conséquences sur la détermination de Rosh Chodesh, si j'ai bien compris. Normalement, j'ai bien compris. Mais j'espère que vous avez compris aussi. Alors, la Lune, nous dit le commentaire, à propos de ce molad et du cycle de la Lune. La Lune tourne donc autour de la Terre, en allant vers l'Est. Elle achève donc le cycle en un mois. À un moment précis de ce cycle, la Lune est exactement alignée entre la Terre et le Soleil. Autrement dit, ces corps célestes ont la même longitude, si vous voulez. Oh là là, c'est des mots compliqués pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça, longitude. Cet alignement est connu sous le nom de la conjonction de la Lune et du Soleil par rapport à la Terre. Donc c'est une conjonction de la Lune et du Soleil par rapport à la Terre. D'accord? Donc c'est ce qu'on a décrit. C'est à peu près au moment de la conjonction que commence donc le nouveau mois du calendrier juif. Et ce à peu près, c'est ce qui va déterminer justement ce moment. Est-ce qu'on est avant la mi-journée ou après la mi-journée? Or, la Lune n'émet aucune lumière par elle-même. Elle ne fait que réfléchir celle qu'elle reçoit du Soleil. C'est pourquoi à tout moment, seule une moitié de la surface de la Lune, celle qui fait face au Soleil, est éclairée, alors que l'autre moitié reste obscure. La proportion de la partie éclairée que des observateurs terrestres sont à même de voir dépend de la position par rapport à la Lune au Soleil. J'ai l'impression qu'il répète ce qu'on a lu. Bon, c'est pas grave. On continue. Allez, c'est pas grave, on l'aura fait 2 fois. Au moment de la conjonction, lorsque la Lune se situe donc entre la Terre et le Soleil, là c'est bien clair, le côté éclairé de la Lune fait face au Soleil, alors que le côté obscur fait face à la Terre. Ceci rend la Lune invisible à un observateur qui est terrestre. Donc la Lune est au milieu des deux. La face visible, d'accord, elle est devant la Terre, mais la face invisible de la Lune, elle est devant le Soleil. Et donc le Soleil éclaire complètement la face invisible. Et donc comme la face visible ne reçoit pas de Soleil, eh bien elle est à l'ombre. Et donc, du point de vue de la Terre, on ne voit rien. Lorsque la Lune poursuit, alors je vais voir le schéma, il nous montre un schéma. Non, c'est bien, c'est ça. D'accord, le schéma A, on a bien compris. Il y a des petits schémas qui expliquent, c'est très bien. Bon. Lorsque la Lune poursuit le cycle, donc elle se déplace, on a dit, vers l'Est, et quitte cet alignement. Donc comme elle quitte l'alignement, on va commencer à apercevoir un petit croissant. Et au fur et à mesure que la Lune poursuit sa trajectoire, chaque jour, une plus grande partie de son côté éclairé devient donc visible. Plus la Lune s'éloigne de cet alignement, et plus elle devient visible. Lorsque la Lune a parcouru la moitié de son cycle mensuel, elle se situe directement en face du Soleil, de l'autre côté de la Terre, c'est ce qu'on avait expliqué. Cette dernière étant entre le Soleil et la Lune. Donc là, on a la Lune qui se trouve à l'extrémité, derrière la Terre, alignée avec le Soleil. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est à ce moment-là qu'on va voir donc la pleine Lune. C'est le schéma B pour ceux qui ont le livre. Ceci a lieu approximativement au milieu d'un mois juif. Puis la Lune continue son cycle et commence à se rapprocher du Soleil. Et puis elle progresse sur sa trajectoire, et moins elle va être visible. Voilà, elle va perdre sa luminosité, on obtient un croissant de l'autre côté. Lorsque la Lune arrive de nouveau au lieu de conjonction, c'est-à-dire ce moment d'alignement parfait, mais du côté où la Lune est toujours au milieu entre le Soleil et la Terre, elle est donc
complètement invisible comme au départ. Bien. Donc ça, c'est compris. On leur a dit 2 fois. J'espère que vous avez utilisé une vidéo aussi. Et on continue sur donc ce que nous disait la Braïta. Et on continue. Alors, lorsque la Lune s'approche du lieu de la conjonction, quand elle est parfaitement alignée avec la Lune entre le Soleil et la Terre, donc c'est-à-dire pendant la deuxième moitié du mois, elle se situe alors à l'ouest du Soleil. Et elle est appelée ce qu'on appellera l'ancienne Lune. Ah, minute. Non, lorsqu'elle s'approche, elle n'est pas alignée. Je recommence. Lorsque la Lune s'approche du lieu de la conjonction, donc le lieu de la conjonction, c'est quand tout est aligné à l'endroit précis où la Lune doit être entre le Soleil et la Terre. Mais quand elle s'approche, en fait, on va appeler ça comment? On va appeler ça l'ancienne Lune. D'accord? Donc, quand on approche de la conjonction, de ce point particulier dans le ciel, de l'alignement Soleil, Lune, Terre, avec Lune entre Soleil et Terre, donc quand je m'approche en revenant par l'ouest de la Lune, lorsque je m'approche de la conjonction, c'est ce qu'on appellera l'ancienne Lune. Après la conjonction, c'est-à-dire après la première moitié du mois, donc au niveau de la première moitié du mois, lorsqu'elle se situe à l'est du Soleil, elle est dénommée alors la nouvelle Lune. Par conséquent, le moment de la conjonction est appelé molad, donc naissance, car c'est à ce moment-là que la nouvelle Lune renaît. En réalité, immédiatement après le molad, le croissant de la Lune est très fin et n'est donc pas visible à l'œil nu. La nouvelle Lune ne peut être vue que quelques heures après ce molad. Donc en réalité, ce molad, c'est-à-dire qu'on passe le point précis dans le ciel où on va dépasser donc cet alignement précis, cette conjonction, c'est-à-dire ce point dans le ciel, dans l'espace où la Lune se trouve entre Soleil et Terre. Et dès qu'on a dépassé, il y a déjà un fin rayon de soleil qui arrive sur la partie de la Lune, mais qu'on ne peut pas encore voir. Donc la nouvelle Lune, en fait, ne peut pas encore être vue, elle ne sera vue que quelques heures plus tard, après le molad, ainsi que va l'expliquer la Gemara après. De plus, lorsque la Lune est si près du lieu de la conjonction, sa lumière est masquée par celle du Soleil, parce que le Soleil est tellement fort que, comme elle est trop près du Soleil, on ne voit pas très bien ce qui se passe, qui est, elle, bien plus forte. Ceci rend la Lune invisible à un observateur terrestre, du moins en plein jour, j'ai l'impression, ça paraît bizarre. Néanmoins, nous appelons la conjonction molad, car elle constitue la naissance théorique de la nouvelle Lune. Donc, le molad, c'est ce moment où la Lune va commencer à réapparaître, c'est-à-dire que le Soleil va commencer à poindre sur la face visible de la Lune, mais la lumière étant encore trop forte, ou la Lune étant trop proche du Soleil, il n'y a pas assez de décalage pour pouvoir observer ce fin rayon de Soleil qui pointe sur la Lune. D'accord? Et on appelle ça donc quand même le molad, à savoir que théoriquement elle est là, mais du point de vue de l'observateur terrestre, on ne peut pas encore le voir. Ce qui va nous expliquer finalement ce qu'a dit la Braïta, à savoir que cette conjonction de la Lune, si elle a lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée, ça aura des conséquences, puisqu'on a compris ici que ce fin rayon qui va poindre à la suite du molad, eh bien, n'apparaîtra pas tout de suite. Donc si je suis avant la mi-journée, il apparaîtra pas tout de suite, même à la nuit, alors que je suis après la mi-journée, peut-être qu'il apparaîtra avec la nuit. Vous voyez le problème? À moins que ce soit l'inverse. S'il apparaît à la mi-journée, le molad, il sera visible depuis la nuit. S'il apparaît à la fin de la mi-journée, il n'est pas encore, il est toujours trop proche de son point de conjonction et donc il n'apparaîtra pas. C'est plutôt ça, je pense. Ouais, ça paraît logique. Ok. Vive l'astronomie. Alors on continue. Donc je vais reprendre maintenant, parce qu'on a fait l'essentiel des commentaires un peu longs. Il y en a d'autres, mais on a fait l'essentiel. Ouais, il y en a un autre. Oh là là. Mais il n'arrivera pas tout de suite, enfin il va arriver très vite. Alors je répète, donc Shemuel nous a dit, je suis à même d'instaurer la date correcte de Rosh Chodesh pour toute la diaspora. Bon, on a compris ce que ça veut dire tout ça, on a étudié. Abba, le père de Rabbi Simna, a dit à Shemuel, mais est-ce que le maître connaît l'explication de ce sujet qui a été enseigné dans la Braïta du livre des intercalations, du secret des intercalations,
cette compilation qu'on a appelée le secret des intercalations, et qui dit donc la conjonction de la Lune ait lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée, ça va porter à conséquence tout ça. Eh bien, il lui a répondu que non. Alors Abba dit son avis, il dit à Shmuel, mais puisque le maître ne connaît pas cette explication, cet enseignement, il y a peut-être d'autres choses qu'il ne connaît pas, le maître. Alors la Gemara poursuit l'explication de cette braïta. On va quand même expliquer cette braïta. Qui salik Rabbi Zera? Lorsque Rabbi Zera est monté en Israël, à l'origine, Rabbi Zera était un disciple de Rabbi Yehuda et de Rav Huna en Babylonie. Il a émigré plus tard en Israël pour étudier sous l'autorité de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Zera appartenait à l'école de Babylonie. Et il est venu en Israël. Il a donc envoyé Shalach Lehu, Tsarir Shehe Laila Veyom Mina Chodesh, Vezo Sheamar Abba Avua, de Rabbi Slamai, Mechashenin et Toldato. Alors, Toladato. Donc, il a envoyé à ses collègues. Il a envoyé, sous-entendu, à ceux qui étaient en Babylonie. En fait, il a envoyé ce qu'il a appris en Eretz Israël, tout simplement. Donc, il venait d'apprendre ce système. Il a envoyé cette braïta, en fait, en gros, et il les a envoyés en Babylonie. Tsarir sheyehe laila veyom mina chodesh. Et il a dit comme ça, il est impératif que la nuit et le jour fassent partie du même mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il est impératif que la nuit et le jour fassent partie du même mois. Donc, sous-entendu, puisqu'on a compris le commentaire d'avant, qu'est-ce que c'est que le molad? C'est ce moment où je quitte mon point de conjonction. Puisque je quitte ce point de conjonction et que pointe à ce moment-là le début, entre guillemets, de la première journée dit de la journée lunaire, en quelque sorte. Alors il dit, il est impératif que la nuit et le jour fassent partie du même mois. Alors, est-ce qu'on a compris la relation entre ça et ça? Alors, en fait, ça nous dit quoi ici? Ça dit tout simplement qu'on a un problème avec la Lune, puisqu'on voit que le cycle de la Lune n'est pas dépendant de la nuit ou du jour. Or, lorsque tu crées le calendrier, il faut qu'il soit impérativement, effectivement, que la nuit et le jour fassent partie du même mois. Tu ne peux pas dire, ce mois-là, il est dans la nuit, et puis on a changé de mois pendant la nuit, ou plutôt au lendemain, parce que la Lune a enfin dépassé sa conjonction le lendemain. Donc, on est obligé, pour un calendrier fixe, d'avoir dans le calendrier des jours où la nuit et le jour appartiennent au même mois. On ne peut pas faire un mois qui va se terminer en plein milieu d'une journée, par exemple. D'accord, imaginons. Et pire, de ce que dit le texte, on ne peut pas non plus avoir une nuit dans un mois et le lendemain matin, on arrive dans un nouveau mois. Non, il faut que le mois, tu le démarres en même temps que la journée. C'est-à-dire que le jour, que la nuit démarre en même temps. Je répète, il faut que la nuit et le jour appartiennent au même mois. Donc ça veut dire que si je démarre un mois, je dois le démarrer systématiquement la nuit. Donc si la Lune, par exemple, le molad, il se déplace, et voilà que, imaginons la conjonction, elle se fait par exemple à mi-journée, ou même après la journée. Donc le premier croissant va arriver peut-être le lendemain, mais je sais que, d'après les calculs, que mon molad, il est déjà dépassé. Donc théoriquement, je devrais démarrer mon mois quand va apparaître ce croissant de lune le lendemain, ou est-ce que je le démarre la nuit, alors qu'on n'a pas encore la visibilité de ce croissant de lune. Ok? Ou bien je change le lendemain quand la lune apparaît vraiment, et à ce moment-là, on a un jour dans le mois d'avant, enfin la nuit, c'est comme si on coupait la journée juive avec quelque part une partie dans le mois d'avant et une partie dans le mois d'après. Donc c'est une chose assez logique en fait ce qu'il dit ici. Il est impératif évidemment que le jour et la nuit, que le jour et la nuit, oui, fassent partie en fait du même mois.
Alors, le commentaire ici, un peu immense, à propos de cette phrase-là, il commence comme ça. Alors, on y va. Alors, selon Hagachot Yavetz, c'est le nom d'un commentateur, les mots HaChodesh, Min HaChodesh, doivent être ponctués comme suit. Min Hechadash, c'est-à-dire du nouveau mois. Pas Min HaChodesh du mois, mais en fait Min Hechadash du nouveau mois, c'est-à-dire sous-entendu de ce qui va être nouveau. Alors en règle générale, la halacha stipule qu'un jour complet commence par la nuit. Donc normalement, dans un calendrier juif, quand vous regardez la date du calendrier, dans un calendrier juif, toujours ça commence le soir. Dès que la tombée de la nuit arrive, on change d'une journée à l'autre. Donc évidemment que dans un même mois, tu es obligé d'avoir évidemment le jour et la nuit dans le même mois. Mais on a vu que ça dépend du cycle de la lune et que la lune, son cycle n'est pas précis par rapport au jour et la nuit. Ok ? En conséquence, Rabbi Zera enseigne que si l'ancienne lune a été vue la nuit qui suit le 29e jour du mois, c'est-à-dire pendant la nuit du 30e jour, ça démontre que la nuit du 30e jour fait toujours partie du mois précédent. Ok ? C'est pourquoi le Beddin ne peut pas déclarer le lendemain que ce jour-là est Rosh Chodesh, c'est-à-dire le premier jour du mois suivant, car il est impératif que la nuit et le jour fassent partie du même mois, nous dit Rashi. Alors on va réexpliquer ce morceau. Alors je répète. Donc en fait, bon, je pense qu'on a compris, on a senti de quoi il parle. Mais dans les mots, est-ce qu'on a bien compris dans les mots ce qu'il dit ? J'arrive le 29e jour du mois. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il dit que l'ancienne lune a été vue. Qu'est-ce que ça veut dire l'ancienne lune ? Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le point de conjonction. Je rappelle, le point de conjonction, c'est ce moment où la lune se trouve entre le soleil et la terre. Donc je ne suis pas encore au point de conjonction. D'accord ? Donc j'ai observé l'ancienne lune. Il restait un petit chouïa de quelque chose. Donc si le 29e jour, j'ai observé ce petit chouïa, avant d'arriver à ce point de conjonction, on est d'accord ? Donc, et que je l'observe, voilà, et que je l'observe la nuit du 30e jour, ça démontre que la nuit du 30e jour, en fait toujours partie du mois précédent. Et donc, c'est pourquoi le Beddin ne peut pas déclarer le lendemain que ce jour-là est Rosh Chodesh. Parce qu'il va effectivement traverser pendant la nuit ce point de conjonction, mais en réalité, ça ne peut pas être Rosh Chodesh tout de suite, parce qu'on était dans l'ancienne lune au moment où on est rentré dans la nuit. Ok ? Donc, il est impératif, évidemment, que le jour et la nuit fassent partie du même mois. Donc, bien que d'un point de vue céleste, le mois ait changé, puisqu'on a dépassé pendant la journée le point de conjonction, on reste dans le calcul de l'ancienne lune pour faire en sorte que le jour et la nuit restent dans le même mois. Comme ça part de la nuit, donc on reste, bien qu'on ait dépassé ce point de conjonction, on est toujours dans le même mois. Très bien. La Gemara enseigne plus bas qu'il y a toujours un minimum de 24 heures entre la disparition de l'ancienne lune et l'apparition de la nouvelle. Alors Rachid demande, s'il en est ainsi, il semble que l'enseignement de Rabbi Zera n'a aucun intérêt. D'accord ? Puisque si tu me dis maintenant, on va apprendre donc il y a 24 heures entre tel et tel jour. Entre le moment de l'apparition ou pas. Mais alors pourquoi Rabbi Zera nous précise cette chose-là ? Puisqu'il y a 24 heures de toute façon entre sa disparition et sa réapparition, on n'a pas besoin de préciser, évidemment, que la nuit où on ne va pas le voir, le lendemain, on n'a pas besoin de préciser qu'il faut que la nuit et le jour soient au même moment, a priori, puisqu'il y a 24 heures. Bon, donc ça n'a aucun intérêt. Car si l'ancienne lune a été vue la nuit, il est impossible que les témoins aient vu la nouvelle lune le jour suivant, puisqu'il faut 24 heures pour que ça revienne. Et rien ne permettrait donc au Beddin de déclarer que ce jour-là est Rosh Chodesh. Alors pourquoi Rabbi Zera a jugé utile d'exclure ce jour-là, alors que de toute façon, d'un point de vue mathématique, c'est pas possible qu'il arrive. Ça ne peut pas se produire. Alors Rashi répond, il nous explique que Rabbi Zera fait allusion en fait au cas où le Beddin voulait se servir de la méthode halachique qui consiste à inventer un témoignage pour proclamer Rosh Chodesh. Donc en fait, là on est dans un problème où le Beddin avait besoin de ce fameux témoin où tu vas le forcer à témoigner qu'il y a eu la lune alors qu'il n'y en avait pas. Cette procédure est permise en cas de grosse nécessité
comme ça a été enseigné, comme on l'avait vu à la page 20a. Rabbi Zera enseigne que si l'ancienne lune a été vue la nuit, le Beth Din ne peut pas être autorisé à déclarer que le lendemain est Rosh Chodesh, au moyen d'un témoignage fictif, en vertu de la règle qui stipule que le jour et la nuit doivent faire partie du même mois. Donc il ne peut pas, la même nuit, le lendemain matin, nous dire que c'est Rosh Chodesh finalement, il change d'avis, en plein milieu. À partir du moment où tu as vu la chose, tu ne peux pas le lendemain avancer Rosh Chodesh. C'est trop tard, parce qu'on a, sur des preuves qui faisaient encore l'ancienne lune au moment où la nuit est rentrée. En vérité, il semble que même si le Beth Din voulait déclarer le lendemain que ce jour-là est Rosh Chodesh rétroactivement à partir de la nuit précédente, et faire en sorte que la nuit et le jour fassent partie du nouveau mois, il ne serait pas autorisé à agir de la sorte, de toute façon, parce que à partir du moment où tu as commencé ta nuit, ça y est, le jour est passé, donc rétroactivement tu ne peux pas le faire. Puisque l'ancienne lune était bien visible et que les gens l'ont vue. Donc tu ne peux pas déclarer qu'on est le jour d'après, lorsque tu vois du point de vue du ciel que la lune est encore là. On ne peut pas dire c'est Rosh Chodesh s'il y a encore la lune de l'ancienne lune. Donc tout le monde sait que cette nuit faisait bien partie du mois précédent. Donc le Beth Din n'a pas le droit d'émettre une décision qui contredit un fait que tout le monde connaît, tout simplement. Donc il y a une limite à la règle où la loi, on avait expliqué ça dans la vidéo, que la loi peut en quelque sorte supplanter ce que la science dit. Il y a une observation quand même minimale. Tout le monde sait que la lune elle est là. Si elle est là, tu ne peux pas me dire on est déjà le lendemain, elle est encore là, donc on est encore dans le mois précédent. C'est aussi simple que ça. Même si on en a vraiment besoin, eh ben le Beth Din n'a pas ce pouvoir de décision. Il a un pouvoir de décision des fois, mais dans un cas comme celui-là, par exemple, où tout le monde voit bien que ce n'est pas le moment, tu ne peux pas prendre cette décision. Une telle décision paraîtrait complètement fausse et discréditerait le Beth Din. Donc il semble que le Rashi adhère à l'explication qui a été mentionnée, je ne sais pas où, dans ce qu'on a dit, voilà. Qui ont compris que Rashi fait allusion en fait à un discrédit du Beth Din. Donc en fait, en gros, Rashi nous parle vraiment toujours de ce concept à propos de la peur de faire discréditer le Beth Din pour une décision qui consistait à avancer ou à faire un faux témoignage complètement abusif, quoi. Mais tellement abusif que même les gens verraient bien que c'est complètement idiot. Donc c'est ça qui explique pourquoi il ne faut surtout pas faire ça, parce que ça jette un discrédit. C'est dangereux de jeter un discrédit. Aujourd'hui, on fait un discrédit pour un morceau pour une date, j'ai envie de dire bête, et puis demain, pour un vrai jugement, une affaire d'argent, je ne sais quoi, le discrédit resterait. Et donc c'est dangereux de jouer avec ça, c'est jouer vraiment avec le feu. Donc Rashi fait allusion à un discrédit du Beth Din. Quant à notre compréhension de Rashi, elle semble repousser les objections du Touré Even. Bon, moi je vous donne la compréhension de ce que dit ArtScroll. Sachez qu'il existe d'autres façons de comprendre ce que dirait Rashi. Tosfot conteste l'explication de Rashi. Il fait remarquer qu'on ne peut jamais voir l'ancienne lune pendant la nuit et qu'elle ne peut être vue que très tôt le matin. Ainsi qu'il est expliqué ci-dessous dans la note numéro 12 qu'on verra plus tard. Bon, moi ce que je donnais comme explication a priori sur la Braïta, c'est ce qui ça donne comme impression effectivement. Tu ne peux pas observer le molad. Le molad c'est ce moment où la lune est cachée. Donc tu ne sais pas quand elle est encore dans l'ancienne lune au fond. Parce qu'elle démarre déjà sa phase cachée jusqu'à ce qu'elle réapparaisse. Donc tu ne peux finalement voir que très tôt le matin, quand elle revient. Alors toutefois, plusieurs commentateurs défendent Rashi, en démontrant par des calculs compliqués qu'en fait c'est possible de voir l'ancienne lune après le coucher du soleil, bien que cela ne se produise que très rarement. Donc en réalité, ce qu'a dit Rashi, c'est très possible de voir ce dernier petit filet de lune qui peut arriver au moment du coucher du soleil, le tout dernier avant la conjonction, mais on ne sait cette possibilité qu'à travers des calculs. Parce que concrètement, c'est très rare de pouvoir le voir. Bon, comme on peut observer une éclipse de lune, ça arrive, on sait les prédire, mais tout le monde ne peut pas les observer, et puis il faut être réveillé au moment où elle arrive, puis des fois elle arrive en plein jour, ça ne sert à rien, puisqu'on ne voit pas la lune. Bon, donc c'est ce genre d'idée, c'est-à-dire que les calculs permettent de prouver ce que dit Rashi, en fait, que ça arrive, mais très rarement en réalité. Voilà. Allez, on fera la suite dans une prochaine vidéo, ça fait beaucoup. Il y avait des gros commentaires à faire. À la prochaine.